C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal que nous démarrons en parlant de ce prochain round du dialogue interbondé, comme annoncé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le mouvement de régénération nationale Morena en sigle trouve que le 5e round des négociations prévu mi-octobre ne va pas être une solution définitive à la crise burundaise car il n'y a pas de rapport de force entre les deux parties prenantes dans ce dialogue. Selon son président, Maître Isidore Rufyikiri, il fait savoir que la préparation des élections de 2020 n'était pas une priorité aujourd'hui parce que le vrai problème n'a jamais été résolu. Je vous prie de le suivre. D'abord, ce dialogue, qui vont dialoguer? C'est Nkurunziza et son gouvernement d'une part, et d'autre part, l'opposition ou la soi-disant opposition. Nkurunziza dispose d'une part de la force de l'État, l'armée, la police, la sécurité, la diplomatie, les finances, l'administration, et tout, et tout, et tout. Et de l'autre côté, cette opposition n'a rien dans les bras. Il n'a rien dans les bras pour contraindre Nkurunziza à accepter ce qui ne lui convient pas. Comment on peut négocier avec une telle différence de force? Mais en plus, elle est bâtie sur des idées qui ne sont pas très claires. Des idées qui ne sont pas très claires. La politique burundaise, depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui, n'a qu'un seul enjeu majeur, c'est parvenir à équilibrer politiquement et sécuritairement les forces entre la classe intellectuelle Tutsi, la classe politique Tutsi et la classe politique Hutu dans le partage équitable du pouvoir, dans le partage équitable de la sécurité. De manière que, puisque les deux communautés se reprochent des génocides ou des meurtres, ou des assassinats ou des massacres, les choses doivent être organisées de manière que plus jamais aucun Hutu ne soit capable d'aller porter un coup contre un Tutsi, et vice-versa. C'est ça l'enjeu de la politique burundaise. Maintenant, cette opposition va négocier quoi? Elle va négocier des postes. Elle va négocier des postes pour aller vers 2020 en ayant les poches remplies, en étant confortable. C'est tout. Et sinon, ils vont demander des postes. S'il veut en donner, il va les en donner quelques-uns. Et puis, il va les contrôler et en faire ce qu'il veut. Et certaines organisations de la société civile burundaise pensent que le pouvoir de Bujumbura n'a pas la volonté de négocier avec ses opposants. Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE, interpelle toutes les parties prenantes qui sont invitées dans ces négociations de mettre en avant l'intérêt général du peuple burundais et non pas l'intérêt personnel. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Nous pensons qu'une solution politique négociée est la meilleure voie pour résoudre la crise burundaise, à la seule condition que toutes les parties aient la volonté de négocier et de trouver une solution durable à la crise qui n'a fait que durer. Or, on ne peut pas espérer que les pourparlers envisagés en mi-octobre à Arusha pourraient être une solution définitive à la crise burundaise pour au moins deux raisons. La première, c'est que le régime de Pierre Nkurunziza continue à penser qu'il est en position de force et qu'il n'aurait pas besoin de négocier avec ses opposants. Une force quand même qui est relative si on essaie de scruter la situation socio-économique du pays, l'isolement régional et international du gouvernement du Burundi, ainsi que toutes les difficultés que ce régime a à pouvoir coopérer avec la communauté internationale. En deuxième lieu, l'autre raison qui fait craindre que ces négociations ne vont pas être une solution définitive, c'est que la médiation
n'est pas suffisamment outillé pour mettre chaque partie à sa place et ainsi imposer que des négociations inclusives, sincères et sérieuses soient menées. Nous pensons que la médiation a encore beaucoup d'efforts à envisager pour que ces pourparlers puissent générer une solution durable à la crise burundaise, mais nous sommes pessimistes quant à la possibilité que ce round de dialogue ou de négociation puisse être le dernier parce que la crise burundaise a été tellement profonde que la solution quand même devra être négociée de façon sérieuse et prendre tout le temps qu'il faut. Nous conseillons toutes les parties prenantes qui vont négocier de garder à l'esprit que le Burundi traverse une grave crise et qu'il est impérieux de prendre tout le temps qu'il faut afin de bien décortiquer les vraies racines et les causes de la crise burundaise. Et c'est cela qui permettra enfin de trouver une solution durable. Il est notamment recommandé à toutes les parties prenantes de ne pas mettre en avant des intérêts personnels égoïstes ou des groupes auxquels elles appartiennent, mais de viser plutôt l'intérêt général, celui de toute la population burundaise, l'intérêt de toutes les victimes et des générations futures. Il faudra que la lutte contre l'impunité, la cessation de la violence sous toutes ses formes doivent être certains des principaux éléments. Nous pensons donc brièvement, il faudra que toutes les parties prenantes prennent tout le temps pour que la solution qui sera générée par ces pourparlers puisse être une solution qui promeut un bon avenir pour tout le peuple burundais. Même son de cloche pour le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Pour Madame Louise Balichako, il faut penser plutôt à réorganiser le pays et restaurer la sécurité au lieu de parler déjà du dialogue pour préparer les élections de 2020. Suivez-le. Le dialogue, c'est la meilleure formule pour régler tout conflit dans une communauté, toute crise dans une communauté. C'est la meilleure approche. Et nous soutenons cette approche de dialogue. Mais dans le cas d'espèce, la manière dont ce dialogue a été organisé dès le départ, ça ne me rassure pas, ça ne me donne pas l'espoir qu'on va aboutir à la conclusion que nous recherchons. Quand je regarde la manière dont ce dialogue s'est organisé depuis le début, aujourd'hui c'est le gouvernement qui ne veut pas y aller. Aujourd'hui ne veut pas y aller parce que tel parti politique a été invité. Demain il ne veut pas y aller parce que telles personnes qui sont sous mandat d'arrêt sont invitées. Mais on ne va pas discuter avec ses amis. On discute justement avec ceux avec qui on est en désaccord. Ça c'est la logique. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas, mais c'est la logique. Et la question, c'est la manière dont ceux qui sont responsables de la négociation, facilitation, ils accommodent tellement le gouvernement que des fois je me dis, mais est-ce qu'ils sont en train de servir le gouvernement ou ils sont en train de l'amadouer pour l'intéresser, pour le faire venir? Mais finalement, je me dis, mais le résultat final sera quoi? Le résultat final, c'est ça qui m'inquiète et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tout le monde soit à la table. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tout le monde vienne et parle. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce que ça va permettre au Burundi de revivre? Est-ce que ça va permettre à tout son monde éparpillé dans le monde de rentrer au pays tranquillement et de reconstruire leur pays? C'est ça la question. Et là, la manière dont le dialogue est en train de s'organiser, je ne suis pas sûre qu'on aboutira au résultat que nous cherchons. Une chose, c'est que aujourd'hui, on me dit que le gouvernement est prêt à aller dialoguer, à condition qu'on parle de la feuille de route des élections de 2020. Mais à mon avis, on n'y est pas encore. On n'est pas encore au stade des élections parce que la sécurité n'est pas rétablie. Une bonne partie de la population n'est pas au pays. Ils sont en exil, ils sont éparpillés un peu partout. D'autres vivent cachés, d'autres sont dans des camps de déplacés. Ce n'est pas le moment d'organiser des élections. Il faut d'abord réorganiser le pays, restaurer la sécurité, même si le gouvernement affirme que la paix règne, la sécurité règne sur tout le territoire. Il faut réorganiser le pays pour que le pays s'ouvre et que ses enfants puissent rentrer au bercail. En ce moment-là, on peut organiser les élections.
c'est vraiment étonnant qu'on parle de dialogue et le gouvernement est prêt à aller dialoguer pour trouver une solution à une crise que le gouvernement nie constamment, tout le temps. Ils sont en train d'affirmer que tout va bien, la paix règne sur tout le territoire, il y a la sécurité partout dans le pays. Pourquoi alors aller discuter, négocier ou dialoguer sur une question qu'on ne reconnaît pas? La première chose pour moi, pour aller dans les négociations, il faut que les partis soient prêts et aient la volonté et la conviction que c'est ça la bonne formule et que de là, on va trouver la solution qu'il faut. On n'a pas encore cette attitude de la part des partis, en tout cas pas de la part du gouvernement. Donc, parce qu'on ne l'a pas, je n'espère pas de solution. On va avoir des positions rigides où le gouvernement va dire on parle de la feuille de route et si ce n'est pas ça, il n'y a rien d'autre. Autre chose, c'est que ce dialogue, pourquoi il ne va pas aboutir? C'est un dialogue exclusif. Normalement, le dialogue doit être inclusif, tenir compte des avis de tous ceux qui peuvent contribuer et accepter que tout le monde, tous ceux qui se disent vouloir contribuer à la recherche de la paix et la sécurité du Burundi, qu'on les accepte à la table. Aujourd'hui, on dit que ce sera seulement les partis politiques. Mais nous sommes dans une situation qui n'est pas classique. La situation du Burundi n'est pas classique, donc ça ne va pas se résoudre par des formules classiques. Il faut qu'on accepte à la table tous ceux qui veulent contribuer. Il n'y a personne qui peut penser qu'on peut trouver une solution à la crise du Burundi qui a commencé, comme vous le savez, en avril 2015 par les manifestations, des gens qui ont sorti en masse pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ». Et aujourd'hui, on va faire le règlement de ce problème sans tout ce monde-là. Ils ne sont pas représentés. Comment est-ce qu'on va trouver la solution? Comment est-ce qu'on va savoir ce qu'ils voulaient? Comment est-ce qu'on va le savoir? Donc si on ne le cherche pas, on va finir, signer l'accord de paix, se retrouver dans la même situation où nous sommes aujourd'hui, comme si rien n'a été fait. Poursuivons ce journal par cette page sécurité ou plutôt insécurité. Le mouvement de régénération nationale et Morena en sigle est inquiété par un plan d'exécution des jeunes qui rentrent de l'exil à majorité d'ethnie Tutsi qui proviennent du camp de Mahama au Rwanda. Et ces exécutions se font non loin de la frontière Gasenyi-Nemba où les corps des victimes sont jetés dans la réserve naturelle de Murehe. Maître Isidore Fikiri fait savoir que les commanditaires et les auteurs de ces assassinats seront tôt ou tard arrêtés et traduits devant la justice. Maître Isidore Fikiri lance un appel également aux jeunes qui rentrent de persévérer et rester dans leur pays d'exil car il n'y a pas encore de paix au Burundi. Suivez-le encore une fois. D'abord, ce dialogue, qui vont dialoguer? C'est Nkurunziza et son gouvernement d'une part, et d'autre part, l'opposition ou la soi-disant opposition. Nkurunziza dispose d'une part de la force de l'État, l'armée, la police, la sécurité, la diplomatie, les finances, l'administration, et tout. Et de l'autre côté, cette opposition n'a rien dans les bras. Il n'a rien dans les bras pour contraindre Nkurunziza à accepter ce qui ne lui convient pas. Comment on peut négocier avec une telle différence de force? Mais en plus, elle est bâtie sur des idées qui ne sont pas très claires. La politique burundaise, depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui, n'a qu'un seul enjeu majeur, c'est parvenir à équilibrer politiquement et sécuritairement les forces entre la classe intellectuelle Tutsi, la classe politique Tutsi et la classe politique Hutu dans le partage équitable du pouvoir, dans le partage équitable de la sécurité. De manière que, puisque les deux communautés
se reprochent des génocides ou des meurtres ou des assassinats ou des massacres. Les choses doivent être organisées de manière que plus jamais, aucun Hutu ne soit capable d'aller porter un coup contre un Tutsi et vice-versa. C'est ça l'enjeu de la politique burundaise. Maintenant, cette opposition va négocier quoi? Elle va négocier des postes. Va négocier des postes pour aller vers 2020 en ayant les poches remplies, en étant confortable. C'est tout. Et sinon, ils vont demander des postes. Mouroudia, s'il veut en donner, il va les en donner quelques-uns, et puis il va les contrôler et en faire ce qu'il veut. Dernier élément de ce journal, la suspension des ONG internationales va entraîner des conséquences néfastes pour la population burundaise. Cette lecture est faite par le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Cet ancien président de l'Assemblée nationale, Léon Sengenakumana, affirme que ces ONG travaillent sur des projets qui profitent aux Burundais. Suivez-le. Suite à cette décision du Conseil national de sécurité, c'est la population burundaise qui est victime. Il y a ce qui était soigné par ces ONG, ce qui était assisté dans différents domaines. Le ministre de l'Intérieur a modifié des choses importantes que ce Conseil national de sécurité avait ignorées. Premièrement, il a dit que même dans des jours, ceux qui auront fourni des documents qu'ils exigent pourront commencer de travailler. Alors que le Conseil de sécurité avait décidé 3 mois de suspension. C'est déjà bon même si ces documents n'avaient pas raison d'être. C'est très important que le ministre de l'Intérieur autorise ceux qui n'auront pas d'autres obstacles de continuer ou de commencer de travail. Deuxièmement, il a dit que celui qui fermera une école ou un hôpital assumera sa responsabilité. Ce conseil n'avait même pas fait des exceptions. C'est pourquoi je vous dis que ce conseil n'a même pas eu le temps de faire une analyse objective. Ce qui nous a scandalisé dans cette réunion du ministre de l'Intérieur est le silence sur les accusations graves du président de la République par la voix de son porte-parole à ces ONG. Ce dernier a dit qu'il y a des ONG qui sont dans le commerce illicite des armes, d'autres qui propagent des maladies au sein de la population afin de trouver un débouché pour les industries pharmaceutiques. Le fait qu'il n'a fait aucun commentaire sur ses propos hier, c'est terrible. On ne peut pas laisser une ONG faire le commerce illicite des armes, même si elle aurait fourni des documents. À moins que c'est un mensonge. On ne peut pas laisser des ONG qui propagent les maladies au sein de la population sous prétexte qu'elle aurait fourni des documents. Nous demandons avec insistance la publication de ces ONG. Il faut que le peuple burundais soit au courant de ces ONG. Si on laisse des ONG qui font le commerce illicite des armes et celles qui propagent les maladies, cette réforme aura servi à quoi? Pour nous, cette décision est lourde de conséquences. Nous craignons que la décision reste telle qu'elle est prise par le Conseil national de sécurité, même si le ministre de l'Intérieur avait fait quelques modifications. Tout est bien qui finit bien, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.